Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds le podcast. Un numéro consacré aujourd'hui à la retraite collective, le PERO, le PERCOL, le PEE. Vous en avez très certainement au moins entendu parler, mais savez-vous vraiment comment fonctionnent précisément ces dispositifs ? À qui sont-ils destinés ? Quelle fiscalité ? Qu'est-ce qui motive les entreprises à les mettre en place ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette émission. Mais d'abord, je vous propose d'écouter les Français eux-mêmes. Nous leur avons posé une question. Votre entreprise vous accompagne-t-elle dans la préparation de votre retraite ? Écoutez leur réponse. Oui, je bénéficie au sein de mon entreprise d'un PEE, c'est-à-dire c'est un plan d'épargne d'entreprise et qui, contrairement au plan d'épargne retraite, etc., peut être débloqué en cas de coup dur ou d'occasion particulière du type déménagement, mariage, etc. au bout de 5 ans. Pas à ma connaissance. Je travaille dans un groupe familial de taille intermédiaire. Et ce n'est vraiment pas aujourd'hui dans la culture de l'entreprise d'accompagner les salariés sur ce type d'aide. Je crois très sincèrement qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur tout ce qui concerne la responsabilité sociétale. Donc tous ces dispositifs-là m'échappent totalement. Oui, on est accompagné. L'entreprise communique sur le sujet. Je fais des versements réguliers sur mon PERCO et sur l'article 83, tous les salariés, tous les mois ont un prélèvement sur leur salaire. C'est par défaut. Aujourd'hui, non. Malheureusement, moi, l'entreprise dans laquelle je me trouve, on n'a pas cette chance-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle et le sujet d'actualité, c'est intéressant que les entreprises puissent mettre en place ce type d'outils à disposition de leurs salariés. Tout à fait. Il y a un dispositif qui a été mis en place il y a déjà pas mal d'années pour un système PERCO, en effet, de capitalisation. Alors ça, c'est au choix. On peut le faire ou pas le faire. On peut choisir la proportion de ce qu'on met dans ces plans PERCO. Ah non, pas à ma connaissance. On nous communique rien du tout. Aucune communication sur le sujet. On bénéficie d'intéressement et de participation. Alors après, est-ce que, j'avoue, je me suis pas trop penchée sur la question. Est-ce qu'avec cet argent, on peut le placer sur un quelconque compte d'épargne retraite ? En tout cas, aucune communication de l'entreprise sur le sujet. Voilà pour ces réactions assez variées. Pour en parler, nous sommes avec Christian Carrega. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur général de Préfonds. Pierre Galland, bonjour. Bonjour. Directeur retraite collective de Préfonds. Martin Landais, bonjour, bienvenue. Bonjour. Sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. Et Virginie Singer, bonjour. Bonjour. Directrice du développement commercial épargne retraite entreprise AXA France. En préambule, Christian Carrega, pourquoi Préfonds se lance-t-elle dans la retraite collective ? Il y a presque 60 ans maintenant, Préfonds a imaginé quelque chose d'original à l'époque, qui était de créer un fonds de pension pour la retraite des fonctionnaires. C'est devenu un PER qui aujourd'hui est le premier PER en France. Et il nous est paru naturel de s'intéresser aujourd'hui à la retraite collective. Alors rentrons peut-être un peu dans le détail, soyons d'abord très didactiques. Virginie Singer, la retraite collective, qu'est-ce que c'est exactement et ça concerne qui ? La retraite collective, c'est finalement l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite en entreprise. Donc en entreprise, c'est-à-dire à destination des salariés. Et quel que soit le nombre de salariés, qu'il y ait 1 salarié ou 10 000 salariés dans l'entreprise, ces dispositifs de retraite collective peuvent concerner n'importe quelle entreprise. Donc c'est de l'épargne par capitalisation. Et je dirais qu'en fait, il existe 2 principaux produits d'épargne retraite collective, donc d'épargne retraite en entreprise, le PERCOL et le PERO. Donc le PERCOL et le PERO sont en fait les nouveaux noms issus de la loi Pacte des produits que l'on connaissait déjà précédemment et qui s'appelaient en fait le PERCO, on en a entendu parler dans le micro-trottoir, et l'article 83. Ces 2 dispositifs donc, ont un objectif commun, celui de préparer une épargne supplémentaire en vue de la retraite, donc en vue de la retraite des salariés. Donc un objectif commun de retraite, mais des modes de fonctionnement qui sont légèrement différents entre ces 2 dispositifs. Je dirais que la principale différence, c'est le fait que le PERCOL soit un dispositif facultatif, donc avec une adhésion volontaire de la part du salarié, alors que le PERO, le PER obligatoire, comme son nom l'indique, est un dispositif qui, à partir du moment où il est mis en place, est à adhésion obligatoire de la part des salariés concernés et peut être catégoriel, c'est-à-dire peut concerner une catégorie des salariés ou l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Avec une confusion parfois pour les Français, une difficulté à vraiment voir la différence entre les deux dispositifs. Je le disais en introduction, on est familiarisé avec ces termes, mais dans le détail, pas tellement. Et j'aurais tendance à dire encore plus maintenant, justement depuis la loi Pacte, dans la mesure où ces deux dispositifs sont construits d'une façon identique également avec le PER individuel, mais pour autant des modes d'alimentation qui diffèrent entre les deux dispositifs. Et puis surtout, encore une fois, le fait que d'un côté, pour le PERCOL, on est sur un produit facultatif, enfin à adhésion facultative plutôt, alors que le PER obligatoire, on est sur une adhésion obligatoire et un engagement de moyens obligatoires aussi de la part de l'employeur, donc avec une cotisation obligatoire qui va venir alimenter le PERO. Martin Landais, quel est le poids de la retraite collective en France? Comment les choses ont-elles évolué? Alors, Virginie l'a évoqué, en matière d'épargne retraite, il y a un avant et un après loi Pacte. Avant la réforme de la loi Pacte, on avait de nombreux obstacles qui entravaient le développement de l'épargne retraite. Et je parle d'épargne retraite à la fois individuelle et collective. Une offre éclatée entre de nombreux produits, on en a cité plusieurs, le PERP, PERP, le Madelin, article 83, PERCO, qui étaient régis par des règles hétérogènes, complexes, qui étaient peu portables entre eux, et avec une contribution réduite au financement de l'économie. Et ce faible développement en témoignait un encours relativement faible d'épargne retraite, aux alentours de 237 milliards d'euros fin 2018, qui était sensiblement inférieur aux livrets réglementés ou à l'assurance vie, qui sont souvent utilisés pour préparer la retraite, ce qui n'est pas leur objectif principal. Alors, peut-être quelques chiffres sur le développement de l'épargne retraite après la loi Pacte. Et force est de constater que 3 ans après la réforme, on a un déploiement qui est très dynamique de ces nouveaux produits et qui atteste d'un véritable succès collectif. Au 30 septembre 2022, sur la base des données qui sont mises à disposition par l'ensemble des fédérations professionnelles qui commercialisent le PER, je rappelle ici que quand on parle de PER, on parle à la fois de produits qui sont commercialisés, distribués par des entreprises d'assurance et puis aussi par des gestionnaires d'actifs. Ça regroupe l'ensemble du spectre. Eh bien, aujourd'hui, on a 6,5 millions de personnes qui bénéficient de ces nouveaux PER. Et c'est plus du double de l'objectif de 3 millions de personnes qui avait été fixé pour fin 2022 lors de l'adoption de la loi Pacte. Et les encours qui sont constitués sur ces PER, ils dépassent aujourd'hui 70 milliards d'euros. Là encore, c'est largement plus que l'objectif initial de 50 milliards d'euros fixé pour fin 2022. Alors, plus précisément, si on veut distinguer entre les parties individuelles et collectives, les PER individuels, ils représentent 45 milliards d'encours et un peu moins de 3 millions de titulaires au 30 septembre 2022. Les PER d'entreprise obligatoires, ce qu'on appelle les PEROB, ils poursuivent une croissance soutenue et aujourd'hui représentent plus de 11 milliards d'euros d'encours, avec plus de 1,20 million d'adhérents. Et enfin, les PER d'entreprises collectives, les PERECO, représentent un encours de près de 17 milliards d'euros aujourd'hui, avec 2,4 millions d'adhérents. Donc on voit qu'on a une très forte dynamique qui reste portée par les transformations d'anciens produits qu'on a évoqués tout à l'heure, mais avec une contribution croissante et soutenue des PER nouvellement constitués. Avec la loi Pacte qui a rendu ces dispositifs plus attractifs, on y reviendra tout à l'heure. Pierre Galland, pourquoi Préfonds préconise-t-elle le PERO ? Alors, je reviendrai sur les éléments qui ont été évoqués par Virginie. Effectivement, le PER obligatoire traduit l'engagement de l'entreprise à verser pour le compte du salarié une somme qui est calculée généralement en pourcentage du salaire brut, et ce de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc, il y a un vrai engagement de l'employeur, et de fait, on est dans un dispositif qui permet de préparer efficacement sa retraite pour chacun des salariés. Et ce qui est versé par l'employeur, en fait, va constituer un socle qui est intangible d'une certaine manière. Donc, lorsque la personne va arriver à la retraite, cette somme sera disponible et, pour le coup, il pourra en bénéficier efficacement. Ce qui nous a séduit dans ce dispositif, ce qu'on ne va pas retrouver forcément dans le PERCOL, mais ça a déjà été dit par Virginie, dans la mesure où il n'y a pas cette dimension d'adhésion obligatoire. Et de surcroît, s'il n'y a pas d'abondement de la part de l'employeur dans le PERCOL, le salarié n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, finalement, à aller souscrire, en tout cas à s'engager sur un PERCOL, sauf à faire des versements volontaires, mais pour le coup, il peut tout à fait aller souscrire un PER individuel. Quelle est la cible visée, le public ?
Alors, vous le savez, Préfonds est très ancré fonction publique. Notre cible, elle est clairement les structures qui sont dans l'univers parapublic. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'univers parapublic ? On met 2 catégories de structures, principalement. On met d'un côté les EPIC, ce qu'on appelle les établissements publics à caractère industriel et commercial. L'ADEME, par exemple, la RATP, voilà des exemples types d'EPIC. Et de l'autre côté, on va mettre des établissements publics locaux, qui vont se subdiviser eux-mêmes en 2 sous-catégories. D'un côté, les sociétés d'économie mixte et de l'autre, les sociétés publiques locales. Alors, l'ensemble de ces structures ont cette particularité d'être, je dirais, des moyens d'action des collectivités locales pour agir sur des domaines d'activité que la collectivité locale ne peut pas remplir par elle-même. Je pense au traitement de l'eau, par exemple, l'aménagement urbain, etc. Et ensuite, ce sont des dispositifs juridiques qui vont être adoptés dans l'un ou l'autre cas selon les volontés de la collectivité locale. Voilà, justement, les structures du parapublic. Une illustration d'une structure qui a souhaité mettre en place des solutions d'épargne retraite collective. Je vous propose d'écouter Willy Girard, directeur pôle RH de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Écoutez. On avait déjà, depuis 2011, une tradition et un accord collectif qui parlait d'intéressement et qui permettait et des fonctionnaires et des salariés de toucher un intéressement commun. On s'est dit qu'il fallait aller plus loin et on s'est dit finalement, pour aller plus loin, il faut obliger à ce que lorsqu'on fait des négociations sur la question de l'épargne salariale dans les entreprises et de l'intéressement, on parle de la question de la fongibilité entre ces dispositifs. Vous savez, en fait, aujourd'hui, dans le droit du travail, il y a une fongibilité entre de l'intéressement, du compte épargne-temps et de l'épargne salariale. Et en fait, nous, ce qu'on a écrit dans la convention collective, c'est à partir du moment où vous commencez à discuter dans l'entreprise de mettre en place un accord d'intéressement, vous devez nécessairement, obligatoirement, évoquer la question de l'épargne salariale. Et donc, quand on a écrit ça dans les accords de l'époque, en 2013, et qu'on a repris ça et qu'on a mis des obligations d'en parler dans la convention collective de 2017, on a pu voir qu'il y avait eu une sorte d'émulation qui s'était faite sur l'ensemble de la communauté des offices. Et on a très, très clairement vu, lorsqu'on a commencé ces négociations, on était à 10% de dispositifs d'intéressement dans les offices, 20% de plans d'épargne entreprise et 8% de PERCO. Et aujourd'hui, quand je regarde les chiffres, on est à 80% de dispositifs d'intéressement, 62% des offices qui ont mis en place un plan d'épargne entreprise. Et en ce qui concerne le PERCO, le fameux plan d'épargne retraite collectif, on est passé de 8% à 30%. Nous, on considère que c'est un cercle vertueux. Alors évidemment, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. On peut négocier en local et pas réussir à s'entendre. Mais en obligeant à en parler et à pousser la réflexion jusqu'au bout, on va dire que l'aboutissement naturel d'une réflexion bien menée sur le compte épargne-temps et les dispositifs d'intéressement amène naturellement à verser une partie des quotités et à créer une émulation sur les dispositifs d'épargne retraite collectif. Voilà, Willy Girard, directeur pôle RH de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Virginie Singer, Willy Girard disait c'est un cercle vertueux que d'obliger d'en parler. Tout à fait, on parlait de responsabilité sociétale aussi, c'est clairement dans cette optique, c'est clairement une préoccupation des salariés de nos jours de préparer leur retraite et d'épargner en vue de leur retraite, et c'est la responsabilité de l'employeur aussi d'accompagner ses salariés en vue de cette préparation des différents projets de vie et notamment de la retraite. Rentrons un peu dans le détail, vous l'avez évoqué. Comment fonctionne précisément un PERO ? Un PERO fonctionne très simplement en 2 phases. Tout d'abord, une phase d'épargne pendant la vie active, bien sûr, et ensuite une phase de retraite, une phase de récupération de l'épargne accumulée. Donc pendant la période d'activité, pendant la vie active, les salariés concernés vont disposer d'un compte individuel d'épargne retraite et ce compte va pouvoir être alimenté par 3 types de versements. Tout d'abord des versements obligatoires, on en parlait aussi, Pierre l'évoquait, c'est l'engagement justement de l'entreprise d'effectuer des versements obligatoires tous les mois ou tous les trimestres et qui vont venir alimenter le compte individuel du salarié. Ces versements obligatoires peuvent également être pris en charge en partie par le salarié si le dispositif le prévoit. Ensuite, la deuxième source d'alimentation, c'est l'épargne salariale et l'épargne-temps.
Donc c'est là où on voit que depuis justement la loi Pacte, épargne retraite et épargne salariale sont dorénavant liées. Dans cette catégorie d'épargne, dans cette catégorie d'alimentation, l'épargne salariale et l'épargne-temps, on va retrouver notamment la monétisation des jours de congé. Donc des congés non pris qui vont pouvoir être utilisés par le salarié pour épargner en vue de sa retraite. Donc transformés en euros pour venir alimenter son compte individuel. Et puis enfin, la dernière source d'alimentation, ce sont les versements volontaires qui sont évidemment communs à l'ensemble des plans d'épargne retraite et que l'on retrouve bien sûr sur le plan d'épargne retraite individuel. Est-ce qu'on peut faire justement une petite différence, sortie rente, sortie capitale, et quelle différence entre PER individuel et collectif ? Alors en fait, on l'a vu, PER individuel et PER collectif, finalement, ou PER obligatoire, c'est une construction qui est un schéma en fait qui est identique maintenant en 3 compartiments. Donc versement volontaire, épargne salariale, épargne-temps, et ensuite versement obligatoire. La grande différence, c'est la façon dont les dispositifs vont être alimentés. Parce que, encore une fois, même si la construction est la même, dans le PER obligatoire, on va utiliser des cotisations obligatoires, des versements obligatoires pour constituer le socle du dispositif, le socle de l'épargne, et ensuite le salarié pourra de lui-même faire des versements volontaires s'il le souhaite. Ensuite, votre question était également sur les modes de sortie. Donc là, dans la deuxième étape, en effet, quand l'adhérent arrive à l'âge de départ en retraite, il va pouvoir, quand bon lui semble, demander à récupérer son épargne sous la forme d'une rente pour les versements obligatoires. Et c'est là qu'on voit qu'on est sur un produit d'épargne retraite, un vrai complément à la retraite de base et complémentaire, avec ce versement d'un revenu garanti à vie. Sachant que la loi Pacte a aussi, on le disait, assoupli certaines contraintes et permet dorénavant, en dessous d'un certain montant d'épargne, de récupérer ces versements obligatoires sous la forme d'un capital. Et les 2 autres modes d'alimentation, versement volontaire et épargne-temps et épargne salariale, peuvent être récupérés sous la forme d'un capital ou sous la forme d'une rente, avec cette souplesse en termes de choix de sortie pour l'adhérent. Alors vous m'offrez une transition justement, Martin Landais. En quoi la loi Pacte a-t-elle renforcé l'attractivité de la retraite collective ? Alors, la loi Pacte, elle a vraiment créé un choc d'attractivité pour les épargnants en créant le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est un produit plus portable. L'épargne, on l'a dit, elle est intégralement portable d'un produit à l'autre, entre les 3 compartiments, PER individuel, PER collectif et PER obligatoire, d'une entreprise à l'autre, pour s'adapter à l'évolution des parcours professionnels. Le salarié peut déduire ses versements volontaires de son imposition sur les revenus, et la gestion pilotée par défaut, c'est-à-dire l'adaptation du profil de risque et de la liquidité du produit en fonction de l'horizon de placement, qui n'existait pas dans le cadre des anciens articles 83, par exemple, permettent d'améliorer le rendement pour l'épargnant. C'est aussi un produit plus souple, le PER, parce qu'au moment du départ en retraite, l'épargne volontaire et salariale peut être librement retirée en rente ou en capital, on vient de le dire. Et puis aussi, j'ajoute qu'avant le départ en retraite, la sortie pour achat de la résidence principale, par exemple, est possible, et ça c'est important. C'est également une offre plus lisible, plus simple, puisque tous les produits individuels et collectifs sont remplacés par un produit unique, on l'a déjà dit, avec des règles de fonctionnement et de fiscalité qui sont harmonisées. Et j'ajoute que la loi prévoit également la possibilité de créer des plans interentreprises pour répondre aux besoins des TPE et des PME. C'est une épargne qui est mieux investie, parce que, je l'ai évoqué, la gestion pilotée par défaut, elle permet de prendre en compte et d'offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants et des financements plus abondants aux entreprises, ce qui est également important. C'est aussi une fiscalité harmonisée et attractive. La possibilité de déduire les versements volontaires de l'assiette de l'impôt sur le revenu est généralisée à tous les produits d'épargne retraite, y compris au PER collectif, dans la limite des plafonds existants. Et le forfait social, il est également réduit à 16%, contre un taux normal de 20%, dès lors que la gestion pilotée est investie à 10% en titre de PME ou de TI. On voit encore là la logique de financement de l'économie. Et le forfait social, il est même supprimé sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l'ensemble des versements d'épargne salariale, intéressement, participation et abondement de l'employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et puis, dernier point, dernier atout, c'est que la loi Pacte, elle crée une concurrence renforcée pour accroître l'innovation. Le produit, il est distribué aussi bien par les assureurs que les gestionnaires d'actifs. Il est distribué dans tous les réseaux, il est distribué sur Internet. Et de la même manière, la transférabilité est facilitée et les frais de transfert sont encadrés. Tout ceci au bénéfice des épargnants.
Comment ces dispositifs de retraite collective sont-ils mis en place? Virginie Singer, est-ce que c'est les entreprises qui décident, les partenaires sociaux? Comment ça se passe? Alors en fait, ce sont des dispositifs qui sont mis en place par accord d'entreprise. Donc c'est de la négociation au sein de l'entreprise. Alors pour autant, ça peut être mis en place également par décision unilatérale de l'employeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif d'entreprise va fixer les règles finalement, c'est-à-dire la catégorie de bénéficiaires, justement, quels sont les salariés concernés, quel est le taux de cotisation, on en parlait tout à l'heure quand on abordait le sujet des versements obligatoires, généralement exprimé en pourcentage de la rémunération. Mais voilà, il faut bien le décrire dans un dispositif d'entreprise. Et puis également, quel est le prestataire qui va être déterminé pour gérer cette épargne. Donc, pour répondre à votre question, oui, un dispositif d'entreprise formalisé, négocié avec les partenaires sociaux ou décidé de façon unilatérale par le chef d'entreprise. Et vous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure, ce qui motive une entreprise à mettre en place ce type de dispositif, c'est vraiment la responsabilité sociétale? Exactement, c'est vraiment l'accompagnement. Finalement, ce dispositif d'épargne retraite, comme en épargne salariale, c'est à visualiser dans l'intégralité de la rémunération. Donc évidemment, ici, on parle de rémunération différée, par opposition à la rémunération directe, mais ça fait vraiment partie du package global de rémunération des salariés et bien sûr un élément d'attractivité, de rétention des salariés et de fidélisation également des salariés. Pierre Galland, il y a vraiment un intérêt social? Alors oui, beaucoup de choses ont été dites et si je devais synthétiser les choses, je les synthétiserais en 3. Effectivement, il y a la notion d'attractivité et de fidélisation des salariés. L'attractivité en termes de recrutement, c'est d'autant plus vrai actuellement qu'on est dans un marché de l'emploi quand même qui est assez tendu. Ce qu'on observe aujourd'hui, là, quand on rencontre des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont une véritable difficulté aujourd'hui à recruter des jeunes collaborateurs. Et donc, c'est un élément qui rentre dans le bouquet de rémunération et qui est nécessairement attractif. Donc ça, c'est un point important. Il y a la notion de fidélisation, évidemment. Si on veut quitter son emploi, évidemment, on va y regarder par 2 fois, puisqu'on peut rentrer dans une entreprise où ce genre de dispositif n'existe pas. Ensuite, effectivement, il y a la dimension sociale de l'employeur, c'est un point important. Au-delà d'essayer de recruter, de fidéliser, le rôle de l'employeur aussi, c'est d'affirmer son rôle social. C'est un acteur majeur dans la préparation de la retraite. Et donc, pour le coup, développer cette dimension-là, pour lui, est importante. Enfin, il y a la dimension fiscale qui a été abordée notamment par Martin. Il faut savoir que sur le PERO, on va pouvoir déduire l'ensemble des cotisations de l'impôt sur les sociétés. Donc, dans le maximum de 5% de la rémunération brute des salariés. Il faut savoir également que ces cotisations sont exonérées de cotisations sociales dans un maximum de 5% de la rémunération brute des salariés également. Et enfin, sur la partie qui est exonérée, il y a application d'un forfait social de 16%. Si, évidemment, il y a une gestion par horizon qui est intégrée dans le contrat et si elle porte sur 10% des titres éligibles au PEA-PME. Donc on le voit, il y a à la fois des avantages d'ordre, je dirais, plus immatériels, qui sont l'attractivité de l'entreprise, dimension sociale, et il y a des avantages qui sont fiscaux. Avant de laisser le mot de la fin, la conclusion à Christian Carrega, Virginie Singer, comment vit cette épargne? Est-ce que les salariés ont le choix entre différentes formules? Oui, bien sûr. Alors, on a évoqué le sujet de la gestion financière et donc des supports financiers, mais c'est vrai que les adhérents concernés par le PER obligatoire ont le choix entre différentes formules de gestion. Typiquement, une gestion par horizon, donc autrement appelée gestion pilotée, qui est la gestion par défaut et qui consiste tout simplement à placer l'épargne des salariés en fonction de leur âge. Donc plus le salarié est jeune, plus son épargne va être placée sur des actifs dynamiques pour aller chercher de la performance, et plus le salarié s'approche de l'âge de départ à la retraite, plus son épargne va être désensibilisée, c'est-à-dire progressivement sécurisée, en tout cas placée sur des actifs plus prudents. Donc c'est en effet devenu le placement par défaut depuis la loi Pacte. C'était déjà le cas dans certains dispositifs auparavant, mais maintenant ça a été généralisé et c'est un très bon choix de gestion clé en main finalement pour des salariés qui ne sont pas forcément experts en termes de gestion financière. Et justement pour ceux qui sont plus experts en termes de gestion financière, en tout cas plus à l'aise avec le sujet, il existe généralement une gestion libre à côté qui permet de faire son propre choix d'allocation, donc ses propres placements entre différents supports financiers. Christian Carrega, beaucoup de choses ont été dites. Que retenez-vous de ces échanges? Plein de choses, mais je ne résumerai pas ce qui a été dit. On voit bien que la retraite collective, aujourd'hui, c'est le domaine de l'employeur, privé en entreprise. Préfonds, c'est la fonction publique. Nous pensons que peut-être, demain,
comme aujourd'hui en matière de santé avec la PSC, l'employeur public pourra intervenir dans le domaine de la retraite collective et que les agents publics pourront en bénéficier également. Si cela arrive, quand cela arrivera, Préfonds sera prêt. Si on peut être précurseur comme on l'a été il y a 60 ans, on aura répondu à notre projet social. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Christian Carrega, directeur général de Préfonds, Pierre Galland, directeur retraite collective de Préfonds, Martin Landais, sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor et Virginie Singer, directrice du développement commercial épargne retraite entreprise AXA France. Merci à tous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Préfonds le podcast. Il sera question de notation ESG. À très bientôt. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.